Serge Chalandon, donc journaliste, reporter à Libération dès 1973, à la création en fait, et tu rentres à Libération à une époque où on n'avait pas forcément besoin d'un bagage extraordinaire, tu rentres avec un dessin. C'est-à-dire qu'avec mon bagage, j'aurais pas pu entrer nulle part en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dans les facs, nous les facs on les vidait avec les extincteurs, donc c'était pas du tout... Donc je suis entré à Libération en fait parce que des amis ont créé Libération et je me suis glissé dans la création. Alors depuis Au Canard Enchaîné, depuis 2009, ouais. Hein, c'est ça. Et puis écrivain, auteur de 7 romans chez Grasset. Particularité, ils ont tous reçu un prix, dont 3 prix d'automne, ce qui est quand même assez fort. Le prix Médicis pour Une promesse. Le prix de l'Académie française pour Retour à Quilibex, tu peux les enlever, et le prix Goncourt des lycéens, un prix qu'on affectionne beaucoup ici pour le 4e mur. On va laisser un peu de côté le 4e mur, on a été à Beyrouth toute la journée, on est un peu fatigué, on va plutôt se rendre à Lyon, si vous le voulez bien, avec Profession du père, ton dernier roman en date. Et puis, bien pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi Profession du père, et puis c'est quoi son histoire à Émile, c'est qui ce Émile ? Profession du père, c'est mon 7e roman. Et pour ceux qui ont tout lu, ou qui en ont lu un petit peu, qui font attention, ils sont aperçus que tous les romans tournaient autour du père. Donc c'est assez banal, certes, mais mon père n'était pas banal. Et pendant 6 romans, 6, j'ai pas exactement écrit ce que je voulais. C'est-à-dire que les 6 premiers romans ne sont pas sur mon père, ne tournent pas autour de mon père du tout, du tout. Mais en même temps, il est partout. Par exemple, pour ceux qui ont lu les romans irlandais, la première phrase du livre s'appelle Retour à Quilibex, qui se passe en Irlande républicaine. Et il y a un membre de l'IRA qui dit « Lorsque mon père me battait, il hurlait en anglais, il ne voulait pas mêler notre langue à ça, la langue irlandaise. Quand mon père me battait, il hurlait en allemand, il ne voulait pas mêler notre langue à ça. » Donc, si vous voulez, je l'ai saupoudré un peu partout, dans un livre qui s'appelle La légende de nos pères. Il a le visage de l'un des héros, qui s'appelle Teslin Bezabok, c'est exactement lui. Il est partout, et il ne s'est pas reconnu du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Teslin Bezabok, qui est un menteur dans la légende de nos pères, qui prétend avoir fait de la résistance qu'il n'a pas faite, quand mon père lit ce livre, il dit « Ah, puis celui-là, quel con, quel menteur celui-là !» Et il ne comprend pas que je suis en train de lui dire « Papa, je sais tout. Je sais que ta vie n'a été que ça. » Et j'attendais avec, pas impatience, je ne peux pas dire ça, mais j'attendais que ce père s'en aille, que ce père meure, pour enfin écrire ce que je souhaitais sur mon père, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être élevé par un fou. Mon père était très différent. Et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre-là. Si je n'avais été qu'un enfant battu, c'est d'une banalité. Je veux dire, on fait tous la queue. Tiens, j'ai un livre sur un enfant battu. Encore, fait chier. Là, c'est pas pareil. Là, c'est un père fou, c'est-à-dire que chaque fois qu'il passait, chaque fois qu'il entrait dans ma chambre, pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si des gens l'ont lu ou pas encore, parce que c'est très compliqué, comme je ne sais pas qui a lu, qui n'a pas lu, j'ai pas envie de... Il avait un métier différent, chaque fois. Un jour, il était professeur de judo, le lendemain, il était... le lendemain, il était pasteur presbytérien. Et une fois, il avait sauté sur Dien Bien Phu, une fois, c'était le chef de l'OS, très copain avec le chef de la CIA, qui était d'ailleurs mon oncle. Bref, j'ai été élevé dans un monde de fous. Je ne pouvais pas écrire ce monde de fous tant qu'il était en vie. Et devant, c'est étrange, devant son cercueil, véritablement, physiquement, devant son cercueil au moment où le cercueil partait pour les flammes, non pas de l'enfer, mais les flammes de la crémation, quoique, j'ai commencé à prendre des notes. Je me suis dit, ça y est, je vais en finir. Ce 7e roman sera la fin du roman de l'enfant qui écrit à propos de son père. Qu'est-ce qui est la part du roman dans ce livre? C'est simple, j'ai un frère, Émile n'en a pas. J'ai 3 filles, Émile a un garçon. Je ne suis pas restaurateur de tableaux du 19e, mais ça, vous vous en doutez un tout petit peu. Et je n'ai jamais levé une arme sur mon père. Ces 4 éléments-là constituent pour moi la fiction du roman. Tout le reste, malheureusement, je l'ai vécu.
Quand j'arrivais en classe, comme tous les enfants, à l'époque, on ne demandait pas profession de la mère, ou des parents, père, simplement, la mère. Et donc on demandait nom, prénom, profession du père. Oh, et là, donc j'ai écrit, il était espion, agent secret, parachutiste, pasteur, compagnon de la chanson. Pour ceux qui ont lu le livre, il a créé les compagnons de la chanson. Mais comme Piaf est tombée amoureuse de lui, d'abord il était excellent, et donc pour ne pas faire d'ombre aux autres, et moi je suis un enfant, et là mon papa il est compagnon de la chanson, mon papa il est agent secret. C'est d'une violence absolue, donc oui, avec le recul, parce que pour moi la violence la pire c'était les coups que je recevais, mais avec le recul, lorsqu'on est adulte, les coups, ça part un coup. Un coup c'est un bleu, puis il devient jaune, et puis il s'en va. Mais cette violence-là qui est faite à un enfant qui brusquement se retrouve avec un père qui est tout à la fois et qu'il est larisé sans comprendre pourquoi. Il y a une chose malgré tout que tu ne fais pas, que tu n'as pas fait dans le 4e mur, que tu ne fais pas pour montrer être ni non plus là, c'est juger. À chaque fois, il y a une absence de jugement, ce qui pourtant pourrait être vite abordé, et en fait non. Non. Toujours, tu t'es retenu. Ouais. Bah oui, parce que je pense que, je sais pas, on en a beaucoup discuté avec les jeunes tout à l'heure, les lycéens et les lycéennes. Dès l'instant où tu acceptes le fait que tu as peut-être un traître en toi, bah tu juges pas. Dès l'instant où tu penses que tu as peut-être un bourreau en toi, tu ne juges pas. Dès l'instant que tu penses que tu peux avoir un mauvais père en toi, tu ne juges pas. Moi, faire ces livres-là pour dire « ouais, il était traître, c'est dégueulasse » ou « ce père était odieux », ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager un désarroi, une émotion. Et comment on fait quand on s'appelle Émile, qu'on a vécu avec ça comme bagage? Parce qu'à un moment, Émile quitte cette famille, il se retrouve face à la vraie réalité. Je pense que c'est là aussi où il prend vraiment conscience de l'endroit d'où il vient, où il découvre tout pratiquement, la musique, puisque la musique est absente, les gens, les peuples, les livres, voilà. Livres, la peinture, la littérature, la beauté, le couscous. Quand on mange un couscous, non, on n'a pas forcément un clouteau planté dans le dos, non. Ça peut être juste un bon repas. Comment on fait? Moi, je crois que j'ai eu de la chance. Alors bon, ça va en faire sourire certains, sauter en l'air d'autres. Moi, les gauchistes, ils m'ont aidé. Moi, je suis tombé sur des profs, un couple de profs d'extrême gauche, qui m'ont fait passer le bac, qui m'ont obligé, excusez-moi, qui m'ont filé la chambre de leur gosse, qui n'était plus là, qui m'ont appris ce que c'était que la différence, la dignité. J'aurais pu tomber sur la secte Moon. J'étais un petit enfant, j'aurais pu tomber sur n'importe qui. Je suis tombé sur un milieu dur, violent, certes, mais sur des gens qui m'ont expliqué des fondamentaux, que les Noirs et les Blancs, c'est pareil. Que c'est pas parce qu'on était juif qu'on devait mourir, pas parce qu'on était arabe que l'on devait tuer. Et je n'avais pas de socle, j'avais pas de traces, j'avais pas d'éducation, j'avais pas d'intelligence. En tout cas, j'ai été élevé par des gens qui avaient en main le destin d'un jeune. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je leur rappelais leur fils, je ne sais pas, mais ils m'ont remis au travail. Ils m'ont remis au travail et ils m'ont emmené dans les musées, ils m'ont fait lire, mais des choses toutes bêtes. C'est quoi le style? C'est la musique que du livre. Et donc ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir ce prix du style, parce que c'est vrai que le style, on n'en parle pas. Donc c'est un prix. Sincèrement, je savais à peine que ça existait, mais quand je l'ai eu, je me suis dit, ben oui, le style, bien sûr. Parce que j'ai été bègue. Hein. Oui. Le bégaiement m'a obligé au mot. Le bégaiement, tu peux pas blablabla lorsque tu es bègue. Il faut que chaque mot soit à sa place. C'est souvent un exemple que je prends, parce que lorsque j'étais enfant, pour moi c'est un exemple. C'est-à-dire que des gens croient souvent que le bègue il n'a pas de mots. En fait, il a trop de mots. Il a trop de mots. Mais le problème, c'est que les mots n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à sortir. Ils sont coincés en gorge. Donc il faut que tu aies des mots supplémentaires. Il faut que tu aies des mots en plus. Donc si le mot rouge, ça ne sort pas.
il faut pourpre, garance, carmin, vermillon. Il faut que, tout de suite, il faut que... Donc ça crée un vocabulaire de guerre, parce que c'est comme les armées qui montent au front et qui tombent les uns après les autres. Il faut que tu envoies un autre soldat. Garance, poum. Vermillon, poum. Vous voulez que je dise un petit truc ou pas? Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, maman. Tu connais ton père, alors ne t'inquiète pas. J'ai tourné le dos à la porte, à ma mère qui s'adossait au mur pour trouver le sommeil. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis couché, tête en arrière, un mouchoir sur le nez. Il a de l'asthme, je vous le dis. J'ai débouché ma bouteille de sirop, un mélange sucré de feuilles de thé et d'eucalyptus que la pharmacienne préparait pour moi. Une gorgée, une deuxième, j'ai repris mon souffle, compté 10 secondes, puis expiré longtemps. J'avais de l'asthme depuis ma naissance. 2 mains m'étranglaient. Ma respiration se transformait en voix rocailleuse, en plainte, en gémissement douloureux. Dans ma poitrine, une foule inquiète se lamentait. Les nuits sans sommeil, je pensais à un cortège qui avançait à la lumière des torches. Une procession de damnés qui cherchait à sortir de ma gorge en appelant à l'aide. C'était pas un asthme d'effort, mais un asthme d'effroi. L'air de cet appartement me tourmentait. Il heurtait mes lèvres sèches, ma gorge close. Il labourait mes bronches. Un jour qu'elle avait posé son oreille sur mon torse, ma mère avait parlé de voix lointaine. Mes joues brûlaient, j'avais mal à l'épaule, je sentais encore la main de mon père, j'espérais qu'il laisserait entrer ma mère demain matin, j'ai respiré mieux, à petites gorgées discrètes. Dans mes poumons, la cohue se calmait, je me suis endormi. Voilà, ça c'est... quand la mère veut aller voir les compagnons de la chanson, et que son père accepte, et quand elle rentre, il n'ouvre pas la porte et elle dort dehors sur le palier. Elle d'un côté de la porte, son fils de l'autre côté, avec le bruit des 2 mains sur le bois, et la mère qui lui dit « ne t'en fais pas », et le fils qui dit « j'ai peur pour toi ». Voilà. C'est un livre de plage en fait qui est... Comment dire, vous voyez, c'est après une dizaine d'absinthes, je crois que ça... Ça sera parfait.